Bonsoir à tous, bienvenue dans votre JTM en direct sur KTV. Nous sommes le mardi 23 avril. À la une de cette édition, le système dépressionnaire présent dans le nord du canal du Mozambique a évolué en tempête tropicale modérée dénommée Kenneth. À 14 h, le phénomène se trouvait à plus de 500 km à l'est-nord-est de Mayotte. La tempête se déplace en direction de l'ouest à 15 km/h. Des bandes périphériques vont toucher l'île dès la première partie de la nuit. À compter de 20 h, le département est placé en vigilance orage. Dès 22 h, des vigilances forte houle et vent fort seront activées. Le point dans ce sujet avec au montage Leslie Vumenet. Depuis hier 17 h 30, le département est placé en préalerte cyclonique. Un appel à la vigilance en prévision du passage de la tempête modérée Kenneth. En fait, c'est une mesure de précaution. On attend une tempête tropicale qui devrait passer au nord de Mayotte dans la journée de mercredi. Probablement jusqu'à la journée de jeudi, elle sera présente dans le bassin. Et donc, le préfet souhaite, par précaution et par prudence, mettre Mayotte en préalerte, c'est-à-dire permettre aux services de l'État, aux services des communes, aux services du département, de prendre des précautions pour que la population soit en sécurité. Le phénomène va débuter dans la nuit et durera au moins 24 heures. À partir de 20 h puis 22 h, le département va être placé en vigilance orage, forte houle et vent fort. On attend des précipitations importantes dans ce genre de phénomène, surtout sur le côté gauche. On attend aussi des vents de l'ordre d'une centaine de km/h pour le moment. Oui. Donc compte tenu de la trajectoire et de l'intensité du phénomène. Mais ça reste à préciser. C'est-à-dire que toutes les 24 heures, il faudra reprendre ces modèles, de nouveau les analyser et vous donner les éléments. Au regard de ces prévisions, la préfecture recommande à la population de limiter ses déplacements qui peuvent être rendus difficiles par les cumuls de pluie par endroits et en particulier au niveau des franchissements des rivières et ravines. Des vents jusqu'à 100 km/h sont attendus dans les prochaines heures. Pour Mayotte, c'est relativement rare. Ben oui. Donc attention à ces effets de rafale. Même si on a un vent moyen à 50 et une rafale à 100, la différence c'est 50 km/h, mais c'est énorme. C'est-à-dire que ça peut faire basculer un arbre. Ça peut, surtout si cet arbre a été fragilisé par des pluies qui ont humidifié son terreau juste en dessous. Et puis, bien évidemment, toutes ces précipitations vont donner des inondations dans les ruisseaux, dans les caniveaux. Les caniveaux qui n'ont pas été encore raclés jusqu'ici, il faut le faire aujourd'hui. Faut éviter de laisser les enfants se balader dans ces endroits-là, à proximité des ruisseaux, à proximité des rivières, bien évidemment. Ne pas partir en mer. Oui. On va avoir 4 mètres de houle. Les services des secours et de la sécurité ainsi que les maires ont été prévenus afin qu'ils demeurent vigilants. Par ailleurs, des sapeurs-pompiers en poste à La Réunion sont arrivés en fin d'après-midi à Mayotte. Une petite vingtaine de sapeurs-pompiers spécialisés dans le sauvetage des blêments et dans le commandement vont se rendre sur Mayotte en prévision des mauvaises conditions climatiques avec des conditions cycloniques qui risquent de s'abattre sur Mayotte demain dans la matinée et dans l'après-midi. On a mis en œuvre tout ce qui pouvait être acheminé sur place parce que la difficulté pour nous aujourd'hui, ça a été le vecteur de transport. Donc un avion des lignes aériennes régulières. Et nous avons mis à disposition de nos collègues de Mayotte 15 sapeurs-pompiers plus un soutien sanitaire. Face au risque, chacun doit prendre dès à présent les mesures propres à assurer sa sécurité. Cela passe par le suivi des prévisions météorologiques et les bulletins d'information ou encore l'écoute de la radio et des médias. Il convient par ailleurs de tailler les arbres, nettoyer les caniveaux, constituer une réserve d'eau potable, de bougies, de piles de ravitaillement de première nécessité. Il est en outre important de connaître les numéros d'urgence, à savoir le 15 pour le SAMU, le 18 pour les pompiers et le 17 pour la police et gendarmerie. Et les images à La Réunion sont signées de notre confrère Audrey Doric. Autre sujet dans l'actualité, la 4e visite d'Annick Girardin sur le territoire s'achève aujourd'hui. 3 jours de visite et de rencontres, l'occasion de faire le point sur les réalités en matière d'immigration, d'éducation, de santé ou encore de sécurité. Cette dernière journée était quant à elle placée sous le signe de la formation, l'aide à l'emploi et l'accompagnement des jeunes dans le monde professionnel. Quels étaient les temps forts de cette matinée? Quels sont les efforts à poursuivre en termes de formation? Marion Tellier tente de répondre à ces questions.
C'est ce matin à la PMI de Kaweni que se déroule le premier rendez-vous d'Annick Girardin, ministre des Outre-mer, pour sa 3e journée sur le territoire. Une visite qui s'est poursuivie avec la signature du protocole du Fonds social. L'objectif de cet outil, accélérer le calendrier concernant le système de sécurité sociale à Mayotte, dont les taux ne seront fixés qu'en 2036. Il faut que les choses aillent vite et le Fonds de développement social, c'est en tout cas comme ça qu'on l'a présenté, va permettre en attendant de faire en sorte que les carences, notamment en matière sociale, ne soient pas ressenties aussi lourdement comme c'est le cas en ce moment. S'enchaînent alors des échanges avec l'UDAF ou encore l'UDCCAS quant à la mise en place de ce protocole. Avant de poursuivre avec la suite des déplacements programmés, la ministre s'est en effet rendue à la mission locale de Kaweni pour la signature de la convention PAC ultramarin d'investissement dans les compétences, avant l'ultime rendez-vous de la matinée à la laiterie de Mayotte. Une demi-journée largement tournée vers la formation, l'aide à l'emploi ou encore l'accompagnement des jeunes dans le monde professionnel. Il y a 2 difficultés principales en matière d'emploi et en matière d'attractivité. Mayotte est insuffisamment attractif pour faire revenir les jeunes mahorais, ou les moins jeunes d'ailleurs, j'en ai rencontré quelques-uns là, où Mayotte effectivement a besoin de travailler sur son image. Et puis après c'est la formation des mahoraises et des mahorais pour avoir accès à un certain nombre d'emplois ouverts ici et non occupés. Et on le voit bien, que ce soit dans le secteur privé comme dans le secteur public, il y a aujourd'hui beaucoup d'emplois non pourvus. Une adéquation entre la formation et les besoins des entreprises jugée entièrement à revoir. Cette dernière journée de visite ministérielle s'achève avec un vol anticipé en raison de l'alerte précyclonique annoncée hier en fin d'après-midi. Annick Girardin embarquera par conséquent ce soir à 19h40. Et ce matin, la ministre était sur notre plateau afin de revenir sur l'avancée du plan pour l'avenir de Mayotte. Si beaucoup de mesures ont vu le jour, d'autres sont toujours en chantier. Concernant l'immigration, Annick Girardin considère que le travail commence à porter ses fruits. Interrogée sur la possible exploitation de pétrole par l'Union des Comores, la ministre a répondu sans détour. Selon elle, il convient de régler les problèmes de manière terre à terre. Écoutons sa réaction lors de la matinale de Kwezi. Même si effectivement il y a du pétrole dans la zone pour les Comores, pour d'autres territoires, eh bien ce n'est pas la vision qu'a aujourd'hui la France du monde de demain, qui sera à 0 carbone, à 0 déchet, à 0 exclusion, à 0 difficulté face au dérèglement climatique. Ce monde du mieux, ce monde du plus juste, du plus équitable, celui qu'on doit construire immédiatement à Mayotte. Vous savez, aujourd'hui on pense ce monde de demain. Je crois que Mayotte est un des territoires qui peut être en avance dans cette trajectoire 5.0, qui peut montrer que ici tout est possible, y compris un saut vers ce monde que tout le monde veut retrouver demain, ce monde plus équitable. Et je crois qu'ici ça a un sens. J'aime rêver, parce que dans la vie on en a besoin. Oui. Mais évitons de penser que c'est ce qui va solutionner les choses, parce que entre le moment où éventuellement on trouve du pétrole, oui, hein, je viens d'un territoire où soi-disant on avait presque trouvé il y a à peu près 30 ans. Hein, donc peut-être on va travailler autrement. Pensons à l'avenir, pensons à un territoire effectivement plus juste, plus équitable, plus respectueux de l'environnement, faisant que les citoyens de Mayotte se sentent mieux demain, se sentent plus en sécurité, se sentent mieux chez eux, viennent s'investir sur le territoire. C'est le travail que moi je veux mener. Je me tourne maintenant vers l'invité de la rédaction. Ce soir, nous accueillons Michel Ahmed, le directeur du CDTM, le comité du tourisme de Mayotte. Michel, bonsoir. Bonsoir Pierre. Alors, vous êtes ici ce soir pour nous parler du Festival du Lagon, la 2e édition, de vendredi à dimanche. Un mot déjà, on aura une météo clémente ? J'espère qu'on aura une météo clémente. En tout cas, nous suivons donc l'actualité très scrupuleusement avec les services de l'État pour savoir quand est-ce que le temps va redevenir clément, et j'espère que pour ce week-end les choses rentreront dans l'ordre. On va être optimiste et on va se dire que ça va aller, normalement ça devrait aller. En tout cas, ce festival, on va en parler, 2e édition. Quel est l'objectif derrière ce Festival du Lagon ?
Alors l'objectif ou les objectifs plutôt au pluriel, c'est de savoir que depuis 2010 existe l'organisation des îles Vanille qui regroupe l'ensemble des offices de tourisme de l'océan Indien, à savoir la Réunion, Madagascar, les Seychelles, Maurice, les Comores et Mayotte. Et il a été entendu dans cette organisation pour promouvoir l'image des îles Vanille que chaque île membre puisse organiser un événement d'envergure régionale, nationale, voire internationale. Dans le domaine du tourisme? Dans le domaine du tourisme, ou en tout cas dans les domaines qui pourraient se rapprocher au tourisme. Puisque par exemple aux Comores, ils ont le festival gastronomique de l'océan Indien, à Madagascar un salon du tourisme, à La Réunion le festival Liberté Métis qui porte plutôt sur la valorisation de l'héritage de l'esclavage. Ça peut être la richesse culturelle aussi, ou effectivement un héritage qui fait aussi la richesse d'un territoire. Exactement, donc qui fait la richesse d'un territoire et qui participe à la valorisation touristique de ce territoire, puisque la culture, la gastronomie font partie donc des ingrédients qui sont dans le tourisme. Et à ce titre, donc Mayotte n'avait pas d'événement, et depuis l'année dernière, donc nous avons mis en place en partenariat avec le conseil départemental de Mayotte, principal financeur de cette organisation, le festival du lagon de Mayotte. L'année dernière, première édition, et cette année, deuxième édition. Alors il y a à peu près 20 exposants qui seront, 20 stands en tout cas, qui seront présents. À quoi il faut s'attendre au niveau de la diversité des stands, justement, des personnes qui seront présentes pour ce festival ? Alors effectivement, l'année dernière, donc nous étions sur une vingtaine de stands. Cette année, nous sommes plutôt sur 27 stands en tout. Et je le répète, donc nous misons en termes d'exposants sur la qualité, la valeur ajoutée des exposants plutôt que la quantité pour d'autres événements, par exemple le salon du tourisme. Et les exposants sont classés en plusieurs pôles. Donc nous avons le pôle préservation du lagon. Ça, c'est un point important, la préservation du lagon. Exactement, je les cite et je reviens sur chaque pôle. Le pôle activité et loisirs, le pôle métier et formation du lagon, le pôle gastronomie et enfin le pôle île Vanille. Puisque dans le cadre de cette organisation, les autres îles membres des îles Vanille sont obligées de venir participer à l'événement organisé par le partenaire. Donc nous aurons les stands de la Réunion, de Maurice, Seychelles pour promouvoir leur île. Parmi les pôles les plus importants, effectivement, vous avez raison Pierre, le pôle préservation du lagon, puisque ce festival se veut un moment d'information et de sensibilisation à la population locale sur les enjeux du lagon. Et pour pouvoir valoriser, il faut savoir préserver. Donc nous aurons dans ce pôle préservation des acteurs comme le Parc naturel marin, Yes We Can It, Mayotte Nature Environnement, qui viendront donc exposer aux visiteurs sur les 2 jours et demi, ce vendredi, samedi et dimanche, les actions qu'ils mettent en place pour préserver le lagon de Mayotte. On aura également le magazine Plongée. Alors ça, c'est un événement parce que c'est un magazine très important à l'échelle mondiale. Et on aura notamment l'un de ses représentants les plus emblématiques. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Tout à fait, parce que, comme je le disais tout à l'heure, l'un des objectifs est l'image des îles Vanille au niveau national, voire international. Et ça passe également par la médiatisation. Et au niveau de la France métropolitaine, le magazine Plongée, qui porte bien son nom, est spécialisé dans la plongée et le magazine de référence au niveau de la métropole. Donc Mayotte, d'année en année, gagne du terrain, gagne une position très confortable en matière d'activité de plongée. Et donc nous avons souhaité cette année avoir la participation, le partenariat, si je puis dire, de ce fameux magazine Plongée qui va, à travers la présence sur Mayotte de son directeur de publication, M. Nicolas Baraquet, couvrir sur les réseaux sociaux le festival pendant les 2 jours et demi, mais au mois de juin, donc sortir dans le numéro Plongée du mois de juin un dossier spécial sur le festival du lagon de Mayotte. Une vitrine pour Mayotte.
Une vitrine pour Mayotte, effectivement, donc avec les différents enjeux, pas uniquement les activités, la plongée, mais la préservation, la formation et également la gastronomie qui vont en lien avec ce lagon. Vous parliez de plongée justement et d'activité, c'est aussi un pan de ce festival. À quoi il faut s'attendre à ce niveau-là? Est-ce qu'il y aura des démonstrations, où on le sait, c'est le cas parfois dans le salon du tourisme, est-ce qu'il y aura aussi, on pourra essayer de nouvelles choses qui se font sur le lagon? Exactement, donc ce festival est également un moment festif et j'invite donc les visiteurs à venir nombreux en famille puisque nous avons de la gastronomie liée à la mer sur place pour pouvoir y passer la matinée ou la journée, mais surtout en termes d'animation, ça sera moins animé que le salon du tourisme, mais nous aurons des animations en lien direct avec les activités du lagon. Par exemple, nous aurons donc des initiations au jet ski par notre partenaire donc Maori Jet. Nous aurons également une initiation à la voile et une initiation au kayak, donc qui seront assurées par les partenaires qui sont sur place. Et parmi les nouveautés en termes d'animation, nous aurons également un challenge que nous proposons à tous les visiteurs. Nous aurons un vélo avec des images du lagon en face et la barrière récifale de Mayotte faisant 195 km, nous proposons aux visiteurs de pédaler pour pouvoir donc atteindre ces 195 km. Le défi, le challenge est lancé et venez ce vendredi, samedi et dimanche pour pouvoir atteindre ce challenge. Avis aux sportifs donc. Un dernier mot avant de nous quitter, Michel, vous avez parlé de Mayotte Nature Environnement, ils feront partie effectivement des stands et des participants au Festival du Lagon. Ils lancent aujourd'hui un signal d'alerte avec une grande campagne de communication qu'on imagine on retrouvera notamment lors du festival. On les a eus hier dans la matinale, ils ont expliqué que maintenant il faut agir, c'est maintenant ou jamais, il sera trop tard. C'est aussi ça le message qui va être passé, c'est regarder cette richesse, c'est l'un de nos plus grands atouts et on est en train de le détruire, bientôt il sera trop tard. Ça va être ça aussi j'allais dire, le thème quelque part de ce festival. Effectivement, c'est ça aussi le message que nous voulons faire passer parce que ces entités, que ce soit Mayotte Nature Environnement ou le Parc naturel marin ou Langananyamba, font chacune de leur côté des actions essentielles pour la préservation du lagon. Et constate la dégradation au quotidien. Et constate la dégradation au quotidien et parfois propose aussi des solutions, comme c'est le cas pour le Parc naturel marin. Et donc nous proposons à travers ce festival de donner une visibilité, de donner une plateforme pour que le message de ces acteurs puisse mieux passer au niveau de la population résidente. Et je rappelle que pendant les 2 jours et demi, vendredi, samedi et dimanche, le festival est gratuit et ouvert à tout le monde sur la place de la République. Rendez-vous est pris donc dès vendredi, place de la République. Merci beaucoup Michel Ahmed d'avoir accepté notre invitation. On sera présent pour ce festival. Merci à vous. De nombreux services fermés en raison de la tempête, la loi de programme de Mansour Kamardine ou encore le président Bavi qui persiste et signe. Voilà ce qu'il faut retenir du reste de l'actualité locale. Place aux brèves de ce mardi 23 avril. Et face à l'alerte précyclonique, les autorités ont pris des mesures exceptionnelles. Le préfet de Mayotte a décidé de mettre en œuvre des mesures en vue de préserver la sauvegarde des habitants de l'île. L'ensemble des établissements scolaires sera ainsi fermé le mercredi 24 avril. La circulation des transports scolaires, des transports routiers supérieurs à 7,5 tonnes ainsi que des transports de matières dangereuses est également interdite ce mercredi 24 avril. Conformément aux préconisations de la direction de la mer Sud-Océan Indien et de la capitainerie, les propriétaires de bateaux sont invités à prendre les mesures adaptées à la mise en sécurité des embarcations. Par ailleurs, plus aucune barge ne circulera à compter de ce soir 22 h et ce jusqu'à jeudi matin minimum en fonction de l'évolution de la situation. De son côté, EDM fermera l'accueil du public ce mercredi. En ce qui concerne l'aéroport, la direction a également suspendu le trafic aérien pour la journée du 24 avril 2019. Chose promise, chose due, Mansour Kamardine a rédigé sa proposition de loi de programme pour Mayotte. Dans un communiqué, le député affirme qu'1 an après la présentation du plan pour l'avenir de Mayotte,
Le 101e département français souffre toujours autant d'un déficit d'équipements structurants, de discrimination sociale, de sous-dotation aux collectivités territoriales et d'absence d'un véritable plan de développement durable et éco-responsable. Selon lui, plus qu'une visite ministérielle, Mayotte a besoin d'une vision globale, d'objectifs précisément fixés, d'un véritable plan d'action et d'un agenda clair pour en faire un département à part entière. Sa proposition de loi de programme pour Mayotte est construite autour de 4 axes, un plan de développement des infrastructures, un agenda clair vers l'égalité sociale, un agenda de rattrapage des dotations aux collectivités et un plan d'objectifs de préservation de l'environnement. Il va offrir sa proposition à la ministre afin qu'elle la remette en main propre à Emmanuel Macron en vue du déplacement présidentiel de juin prochain. Ce samedi 27 avril, le président du SIAM, Moussa Mohammadi Bavi, va réunir son comité syndical afin de faire valider une nouvelle fois la délibération l'autorisant à rompre le contrat qui lie le syndicat avec la SMAE. Le 9 avril dernier, le tribunal administratif avait suspendu la délibération de janvier 2019. Le juge des référés a accordé à la maire de Chirongui que les conditions d'information des élus siégeant au comité syndical ont été imparfaites au regard des dispositions réglementaires. Le président Bavi et les maires se sont réunis la semaine dernière pour refaire le point sur le dossier et évoquer la volonté de la SMAE de reprendre la négociation en rétrocédant une partie du trop perçu. Si la proposition a plu, le point 1 de l'ordre du jour du comité syndical de samedi est très clair. Il est intitulé « Résiliation du contrat d'affermage du service public de l'eau potable ». Le président Bavi persiste donc dans sa démarche et nul doute qu'il jouera gros ce week-end. On termine ce journal avec la semaine de la solidarité qui a débuté ce matin au collège de Kwalé. L'occasion pour les membres de la DSS missionnés par le collège de former les jeunes au secourisme. En effet, les 4e vont apprendre au cours d'une formation pratique et théorique à porter les gestes de premier secours aux personnes en difficulté. Cette formation de 2 heures leur donnera droit à un diplôme reconnu par l'État, de quoi renforcer leurs compétences dans leur vie quotidienne. Un reportage signé Paul Arthur Avit. Ce mardi commence la semaine de la solidarité au collège de Kwalé. Jusqu'à vendredi, cet événement est l'occasion de former les élèves de 4e au secourisme. Au total, ce n'est pas moins de 110 élèves qui vont être formés à l'attestation prévention et secours civique de niveau 1. Par la même occasion, le personnel enseignant sera formé à l'utilisation du défibrillateur. Ce module leur permettra d'apporter les premiers soins aux personnes en difficulté en attendant l'arrivée des secours. Ce module, ça permet de gérer d'une manière générale toutes les situations qu'on peut avoir à la maison, qu'on peut avoir un peu partout. Donc du malaise à la perte de connaissance, RCP, étouffement, traumatisme, brûlure, ce sont l'ensemble des malaises qu'on peut avoir. En général, les secours, quand ils sont appelés, ils sont toujours appelés pour un de ces thèmes-là. Une formation qui leur permettra d'avoir un diplôme de secouriste reconnu par l'État. À la fin, ces jeunes-là vont avoir un diplôme qui est un diplôme de secouriste, c'est-à-dire ce sont des gens qui sont amenés à prendre en charge une personne qui a un souci dans l'attente des secours spécialisés. Un diplôme valorisant pour ces élèves de 4e. Cette formation, inscrite dans les textes de loi, n'est en rien obligatoire. Chaque collège est libre de la dispenser ou non à ses élèves. Notre collège a voulu vraiment mettre en avant cette formation pour tous les élèves de 4e, parce que pour nous, ça s'inscrit dans le cadre de leur parcours d'éducation à la citoyenneté au niveau du collège. Et puis en plus, pour nous, c'est un moyen d'agir sur le climat scolaire et d'avoir des élèves qui sont concernés par tous les événements qui se passent, y compris les incidents qui pourraient survenir en cours de récréation. On pense que ça fait partie de l'éducation normale des citoyens, notamment à Mayotte. Cette formation, qui regroupe théorie, pratique et mise en situation, permettra aux élèves et au personnel enseignant d'avoir les bons réflexes face à une personne en difficulté. C'est la fin de votre journal. Merci de nous avoir suivis. À noter que demain matin, dès 6 h, nous serons en édition spéciale pour vous informer de la situation liée à la tempête Kenneth. Pour ma part, je vous donne rendez-vous demain dès 19 h pour une nouvelle page d'actualité locale. Excellente soirée sur Kwezi.